Épisode Souverain à crédit. Chapitre 1 Le serment. Il a fallu s'y prendre à 2 fois. La main levée, les mots prononcés, le protocole de la République qui s'en mêle, et un homme de 33 ans qui attend, sans impatience visible, que la salle soit prête à l'entendre. Ce qu'il allait dire méritait peut-être qu'on prenne le temps. 12 mai 2026. Arthur Mensch entre dans une salle de commission à l'Assemblée nationale. 33 ans, costume sobre, l'antistar de l'IA française, dit Le Figaro. La présidente lit les formalités, la main se lève, les mots partent. Et le protocole déraille aussitôt, parce que le micro de la directrice des affaires publiques de Mistral n'est pas coupé. Il faut recommencer. 15 secondes de flottement républicain. Un homme qui attend, sans un geste. Et le serment finit par tenir, 2 fois. Le détail est minuscule, la suite l'est beaucoup moins. 80 minutes d'audition, face à lui des élus. Certains découvraient ce jour-là ce qu'est un token. Et Mensch va leur livrer le diagnostic le plus chiffré jamais prononcé par un dirigeant tech européen devant la représentation nationale. La chaîne de valeur de l'IA décortiquée à la décimale, des projections en trilliards posées comme des évidences, et pour clore le tableau, une phrase lâchée sans emphase, comme un constat d'ingénieur. Si on ne combine pas nos atouts, on va devenir un État vassal. Pourquoi lui dans cette salle, plutôt qu'un des consultants qui défilent d'habitude ? Il faut remonter à avril 2023, un espace non chauffé, 40 mètres carrés, au centre de Paris. Mensch vient de quitter DeepMind, l'antenne parisienne de Google. 3 ans à travailler sur des projets qui ont reconfiguré des champs entiers de la science. AlphaFold prédit la structure de 180 millions de protéines, tandis qu'AlphaGo bat le champion du monde de Go avec 10 ans d'avance sur ce que le milieu croyait possible. Il a vu de l'intérieur ce que ça produit. Des percées majeures dont la valeur appartient à Google, intégralement, à jamais. La décision de partir, il la formule froidement, sans romantisme. Je ne voulais pas développer une technologie opaque au sein des GAFAM. C'est ce qu'il dira au Wall Street Journal. Pas une rébellion donc, mais une analyse de chaîne de valeur appliquée à sa propre trajectoire. Autour de lui, 2 noms. Guillaume Lampleux arrive de Meta, où il vient de co-créer Llama, le modèle open source qui forcera OpenAI à accélérer. Timothée Lacroix, lui, travaillait sur les systèmes de langage avancés. Tous 3 se connaissent depuis les grandes écoles et les conférences internationales, ce tissu dense de chercheurs français en IA qui circule depuis 10 ans entre Paris, Londres et San Francisco. 28 avril 2023, ils louent leur frigo parisien. Une quinzaine de chercheurs autour d'une intuition simple. L'IA générative va déplacer l'intelligence du travail vers le capital, le monde se dirige vers un oligopole verrouillé et personne en Europe ne tente sérieusement de le contrer. 5 mois plus tard sort Mistral 7B, 7 milliards de paramètres entièrement open source, qui surpasse sur les tests de référence un modèle méta 2 fois plus lourd. Des millions de téléchargements en quelques semaines, repris et déployés partout dans le monde. Pas un lancement produit. Un signal, adressé à toute l'industrie. Des chercheurs européens peuvent construire des modèles de pointe. 3 ans plus tard, l'entreprise pèse 12 milliards d'euros et vise le milliard de revenus fin 2026, avec 1000 collaborateurs au compteur. Côté client, on trouve BNP Paribas, Stellantis, Total Energy, la Caisse des dépôts. Et glissé sans emphase, dans une parenthèse de l'audition, le ministère des Armées. Voilà le personnage qui comparaît ce 12 mai. Un chercheur parti de Google pour ne pas bâtir une technologie opaque au service des autres, devenu en 36 mois la voix la plus influente sur la politique française de l'IA, fournisseur stratégique de la défense nationale, et l'homme qui explique aux parlementaires combien l'État devrait investir dans une infrastructure dont son entreprise sera le premier bénéficiaire. Vous suivez ? Il est à la fois le meilleur analyste du problème et le principal bénéficiaire commercial de la solution qu'il prescrit. Pas une disqualification, une structure, et c'est précisément ce que nous allons décortiquer. Chapitre 2 10%. Il transforme de l'électricité en token, dit-il. L'intelligence, c'est comme l'énergie. Une ressource qu'on extrait du sol pour la vendre au mètre cube. C'est la formulation la plus efficace de la décennie pour déplacer un débat avant même qu'il commence. Ce qu'elle dissimule est plus intéressant que ce qu'elle révèle.
C'est la phrase la plus dense de l'audition, prononcée en 20 secondes comme si c'était une évidence. Il faut réfléchir à l'intelligence comme on réfléchit à l'énergie. L'intelligence, c'est comme l'électricité, c'est comme l'énergie. Une comparaison qui fait deux choses simultanément et aucune des deux n'est anodine. En naturalisant l'IA comme ressource, Mensch éteint le débat éthique avant qu'il commence. On ne questionne pas moralement l'électricité et personne n'a jamais demandé si l'eau courante était une bonne idée. Présenter l'intelligence artificielle comme une ressource naturelle, c'est dire implicitement « arrêtez de philosopher, construisez les centrales ». Le geste est rhétoriquement parfait et politiquement, c'est exactement ce qu'il vise. Faire passer ses besoins industriels, permis accélérés, énergie réservée, commandes publiques massives pour des nécessités d'État. La métaphore de l'électricité justifie tout ça avant même qu'on le demande, sauf qu'il scie lui-même la branche 20 minutes plus tard. L'électricité, elle, ne façonne pas les représentations culturelles, ne porte aucun biais, n'agit ni comme média, ni comme filtre éditorial. Mensch dit lui-même que l'IA façonne la langue, façonne l'éthique, façonne les représentations culturelles. Ce sont ces mots exacts, sous serment. L'électricité, elle, ne fait rien de tout ça. Il y a donc deux Mensch dans cette salle. L'un plaide pour l'infrastructure et veut que l'IA soit traitée comme une ressource naturelle pour légitimer l'investissement d'urgence. L'autre sait très bien qu'il s'agit d'un média de masse, d'une médiation de l'information et de l'action, sa formulation exacte. Il choisit la métaphore qui sert l'argument du moment. C'est du grand rhéteur, et ça mérite d'être nommé. Un défenseur de Mensch répondrait sans doute que toute métaphore est partielle par nature, et qu'on ne va pas reprocher à un ingénieur d'utiliser des analogies pédagogiques devant des parlementaires. L'argument tient. Sauf qu'ici, la métaphore n'est pas pédagogique, elle est performative. Dire que l'IA est de l'électricité, ce n'est pas expliquer, c'est cadrer le débat avant qu'il s'ouvre. Et quand le cadrage vient du principal bénéficiaire de la décision à prendre, il faut au moins le signaler. Maintenant, la chaîne de valeur réelle. Parce que c'est là que l'audition devient vraiment importante. Mensch la décrit lui-même avec une clarté presque brutale. Dans la chaîne qui transforme un électron en token, du fabricant de puces jusqu'à l'application déployée chez le client, la valeur se répartit ainsi. 10% reste chez le fournisseur d'énergie, 90% s'échappe vers les fabricants de puces californiens, les opérateurs de data centers et plus haut dans la chaîne, ceux qui possèdent les modèles et la distribution. Sa conclusion est sans appel. Si le seul rôle de l'Europe, c'est d'être le fournisseur d'énergie, il y a 90% de la valeur qui est ailleurs, et qui repart, qui sort de l'Europe, qui va être investi, recyclé en R&D, utilisé comme vecteur de puissance par d'autres acteurs. C'est sa formulation, pas la nôtre. Alors la question évidente, où se positionne Mistral dans cette chaîne ? À la couche modèle, c'est-à-dire à l'endroit précis où la marge est la plus forte. Et Mensch le dit sans détour, avec la clarté désarmante d'un homme qui n'a pas besoin de cacher sa stratégie. Vous ne pouvez pas construire un business à l'échelle en partant d'un endroit où la marge est faible. Si vous voulez construire un business à l'échelle, vous partez de l'endroit où la marge est importante. Le positionnement n'a rien d'un hasard, et encore moins d'un manifeste souverainiste. C'est une stratégie de chaîne de valeur habillée en plaidoyer politique. Et la subtilité de Mensch, c'est que les deux choses sont vraies en même temps. La couche modèle est effectivement là où l'Europe a une chance réelle de capter de la valeur. C'est aussi là que Mistral fait sa marge. Dire les deux dans la même phrase, devant des parlementaires, sous serment, sans distinguer l'intérêt général de l'intérêt particulier, c'est peut-être l'exercice rhétorique le plus accompli de la matinée. Chapitre 3. L'infrastructure des autres. Il y avait des betteraves, il n'y a pas si longtemps. Des champs de blé, une plaine ordinaire de Seine-et-Marne. Aujourd'hui, l'archéologie préventive fouille le sol avant que n'arrivent 35 milliards d'euros venus d'Abu Dhabi. Le vaisseau amiral de la souveraineté numérique française a une drôle de provenance. La question la plus corrosive de l'audition est venue d'un député de Seine-et-Marne. Arnaud Saint-Martin représente une circonscription au nord de laquelle se construit Campus IA, 100 hectares, une enquête publique, un projet de data center géant financé à hauteur de 35 milliards d'euros par MGX, le fonds souverain d'Abu Dhabi, avec un partenariat stratégique Nvidia. Le vaisseau amiral, avait-on dit au moment du sommet de l'IA de la souveraineté numérique française. La réponse de Mensch est un chef-d'œuvre de précision maîtrisée. Il commence par la mise à distance. Mon rôle est très mineur, on a une toute petite participation.
Suivent 5 minutes d'explication sur la nécessité structurelle du projet. Sur le nom même de Campus IA, mode dégagement immédiat, c'est pas moi qui l'ai choisi. Concernant les partenariats avec Polytechnique, prudence d'ingénieur, il me semble qu'une partie du revenu est reversée à la recherche publique. Et glissé au milieu de tout ça, le chiffre qu'on aurait dû mettre en titre, 80% de la capacité de Campus IA ira aux hyperscalers américains. Ce n'est pas une fuite, il le dit lui-même, clairement, sans s'en excuser. Vous partez d'une situation où vous avez 80% des services numériques européens qui sont importés des hyperscalers. Naturellement, si vous commencez à construire de l'infrastructure et vous regardez la demande in fine, vous vous retrouvez avec 80% d'hyperscalers. La logique est implacable. Et c'est précisément le problème. Ce que Campus IA révèle, c'est la contradiction centrale de la politique française de l'IA. On veut une infrastructure souveraine, mais le pays n'a pas les capitaux pour la financer. Et la raison pour laquelle on n'a pas ces capitaux, Mensch la formule en une phrase qui méritait davantage d'attention dans la salle. Comme on a oublié de faire des fonds de pension en France, on se tourne vers des financiers étrangers. Ce n'est pas une critique de circonstance, c'est un constat macroéconomique structurel. Les États-Unis disposent de fonds de pension représentant plus de 100% de leur PIB. Ce capital de long terme, patient, capable d'absorber des investissements en infrastructure à 50 ans, c'est précisément ce qui manque pour financer des data centers souverains. Alors on va chercher MGX, et MGX vient. Parce que construire un data center aujourd'hui, c'est un excellent placement. Demande structurelle, marge au-delà de 50%, délai d'amortissement parfaitement lisible. Un fonds souverain qui cherche à déployer des capitaux à long terme voit exactement ce qu'il cherche. Mensch assume ce mécanisme avec une franchise déconcertante. Si on n'avait pas ces investisseurs étrangers, on ne pourrait pas construire. Il a raison, c'est bien là le problème. Parce que la question n'est pas de savoir si MGX est un mauvais partenaire, elle est structurelle. Qu'est-ce que infrastructure souveraine signifie quand le capital vient d'Abu Dhabi, les puces de Californie, et qu'Amazon, Microsoft et Google la remplissent pour l'essentiel? Mensch a une réponse, et elle est cohérente. La souveraineté n'est pas un État, c'est un chemin. On part d'une dépendance totale et on la réduit progressivement. Campus IA sert aujourd'hui les hyperscalers parce que c'est la réalité de la demande. L'objectif est que cette proportion diminue au fil du temps. C'est une stratégie de transition réaliste, et les avocats du projet objecteront, non sans raison, qu'il vaut mieux construire l'infrastructure même en partant dépendant, plutôt que ne rien construire du tout et rester dépendant pour toujours. Le raisonnement est solide, et il a probablement convaincu les arbitrages à Bercy. Mais il suppose une chose qu'on ne vérifie jamais, que la part des hyperscalers baissera effectivement avec le temps. Or, aucune clause publique du projet ne l'engage. La question qu'on ne lui a pas posée est donc plus précise. À quel horizon cette bascule se produit-elle? Avec quel mécanisme concret de rééquilibrage? Et que se passe-t-il si les hyperscalers, une fois ancrés dans l'infrastructure, optimisent leur contrat pour ne jamais laisser leur part diminuer? Quand vous êtes le fournisseur d'électricité d'Amazon, vous êtes son partenaire. Mais le jour où Amazon représente 80% de vos revenus, vous êtes devenu sa dépendance. La différence entre les deux tient à un seul chiffre, et ce chiffre, personne ne l'a demandé à l'audition. Chapitre 4. Sans droit de regard. Anthropic a refusé les contrats militaires en brandissant une charte éthique maison. Mensch, lui, fournit le ministère des Armées et dit simplement « L'armée a une légitimité démocratique que nous n'avons pas ». L'un des deux est plus honnête que l'autre. La question est lequel ? On lui pose la question des limites éthiques sur la défense. C'est le moment de l'audition où Mensch est le plus clair et le moins confortable à entendre. Sa réponse tient en deux temps distincts et chacun mérite d'être pesé séparément. Premier temps. Mistral ne prétend pas dicter aux armées françaises ce qu'elles peuvent faire de la technologie. Qui est souverain finalement dans l'utilisation de technologie? C'est l'armée. L'armée a une légitimité démocratique qu'on n'a pas. Un devoir de conseil sur la fiabilité des systèmes, oui. Un droit de regard sur l'usage final, non. Ce cadre est cohérent avec une vision démocratique classique. Les armées répondent à des parlements élus, les sociétés privées doivent rendre des comptes à leurs actionnaires. Qu'une société privée se pose en gardienne de l'usage militaire de sa technologie, c'est une inversion de la légitimité que peu d'États accepteraient longtemps. Deuxième temps, plus radical. Le déploiement d'intelligence artificielle dans des systèmes autonomes, je pense qu'il ne faut absolument pas y couper.
C'est absolument indispensable pour avoir une dissuasion conventionnelle aujourd'hui. L'argument qui suit est factuel, pas philosophique. Sur le théâtre ukrainien, les drones russes embarquent de l'IA massivement et sans contre-mesure dotée de la même technologie, la dissuasion conventionnelle s'effondre. Pas un plaidoyer pro-armes donc, mais une lecture stratégique du terrain. Et elle tient. Comparons maintenant avec Anthropic. La société américaine avait refusé des contrats militaires en invoquant une charte éthique interne, positionnant ses dirigeants comme arbitres de l'usage responsable de l'IA par les démocraties. Mensch trouve cette posture implicitement arrogante. Il ne le dit pas frontalement, mais c'est visible entre les lignes de sa réponse. Une entreprise privée qui décide ce que l'armée d'un État démocratique peut ou ne peut pas faire avec sa technologie, c'est une fiction éthique vendue comme responsabilité. Sur ce point précis, la position de Mensch est philosophiquement plus cohérente et plus honnête. Mais voilà la question que personne n'a osé poser dans la salle. Vos modèles sont, selon vos propres mots, au cœur des centres opérationnels des armées, et ils permettent de prendre des décisions opérationnelles sur le champ de bataille. Le code que vous avez entraîné guide des systèmes autonomes en temps réel. À quel moment cessez-vous d'être une entreprise privée soumise au droit commercial ordinaire ? Un juriste de droit des contrats rétorquerait que cette question est prématurée, voire fantasmée. Le droit commercial existe, les clauses de continuité de service aussi, et l'État français a tout ce qu'il faut pour sécuriser ses approvisionnements critiques. Sur le papier, c'est exact. Sauf que les clauses ne valent que tant que le fournisseur reste solvable, indépendant et soumis aux mêmes droits que le client. 3 conditions qui se sont déjà effacées, ailleurs, plus vite que prévu. Mistral est aujourd'hui trop jeune, trop récente pour que cette question se pose avec toute sa force. Dans 5 ans, si les objectifs sont tenus et que l'armée française dépend structurellement des modèles Mistral pour ses opérations, couper l'accès à ces modèles reviendrait alors à couper les communications d'un état-major. Le statut de cette entreprise ne sera plus une question académique. Une infrastructure cognitive privée qui opère au cœur du dispositif souverain n'est plus tout à fait privée. Ce n'est pas un jugement, c'est une catégorie. Et cette catégorie n'a pas encore de cadre juridique dans aucun pays européen. Mensch n'est pas responsable de ce vide, mais il l'habite déjà. Chapitre 5. Souverain à crédit. Il l'a dit lui-même, sans hésitation. Se faire racheter, c'est avoir raté. Et pourtant, à regarder la structure qu'il a construite, qui détient le capital, qui finance, vers quelle issue mène la cotation envisagée, on voit un pari souverain fait entièrement à crédit. Ce n'est peut-être pas une contradiction, mais bien la définition exacte de ce qu'on appelle, en 2026, l'indépendance numérique européenne. La dernière question de la séance était directe. Est-ce que les Américains pourraient racheter Mistral ? La réponse de Mensch est révélatrice à 2 niveaux. Premier niveau, explicite, notre objectif est de rester indépendant. Notre mission, c'est d'aller vers une cotation à terme. Et la phrase la plus nette de la journée, si vous vous faites racheter, de certaines manières, vous avez raté. Deuxième niveau, moins explicite mais tout aussi visible, il reconnaît sans détour que moins de 30% du capital est américain, Microsoft, Andreessen Horowitz, Lightspeed, et que le retour sur investissement, une partie repart aux États-Unis. L'aveu n'a rien d'arraché. Il est posé calmement, comme une contrainte structurelle assumée. Aucune alternative européenne au moment de lever, alors il a pris ce qui existait. 3 observations qu'on aurait aimé formuler dans cette salle. D'abord, une introduction en bourse n'est pas un bouclier souverain, c'est une liquidité organisée. Une fois coté, Mistral verra n'importe quel fonds acquérir des positions à la corbeille. Et la souveraineté par les marchés financiers, c'est une souveraineté qui se reconfigure à chaque séance d'ouverture. Ensuite, la structure actuelle, avec des fonds américains déjà installés au capital, rend l'acquisition amicale plus probable à mesure que la valorisation monte et que les investisseurs cherchent leur sortie. Mensch dit lui-même que beaucoup d'entrepreneurs européens pensent à l'exit par rachat américain et que c'est, macroéconomiquement, vraiment dommageable. Lui veut faire différemment. Sauf que la structure qu'il a construite ressemble à s'y méprendre à celle de tous ceux qui ont fini par se faire racheter. Troisième point, le plus structurel, le modèle économique de Mistral exige de déployer plus vite que la demande ne se matérialise. 1 gigawatt d'ici 2029, ses propres mots, ce n'est pas suffisant.
Pour aller plus vite, il faut une visibilité de marché que les États européens ne donnent pas encore. Et là, Mensch lâche la phrase qui aurait dû arrêter toute la salle. Malheureusement, je ne vois pas très bien comment on en prendra conscience. Un homme qui a construit 12 milliards de valorisation en 36 mois, présent dans les centres opérationnels de l'armée française, en train de parler sous serment devant la représentation nationale, et qui annonce qu'il ne voit pas comment l'Europe se réveillera à temps. Ce n'est pas du pessimisme de façade, c'est un constat structurel formulé par quelqu'un qui maîtrise les contraintes physiques du problème. Combien de temps il faut pour construire un data center? Comment se forment les cycles de financement? À quelle vitesse les capacités énergétiques disponibles se font capter? Il décrit d'ailleurs 3 dynamiques superposées qu'il qualifie lui-même de révolutionnaires. La première, ce sont des métiers qui disparaissent ou se transforment à une vitesse sans précédent, avec en toile de fond un déplacement de valeur du travail vers le capital, qui est pour le moment largement pas du capital européen, précise-t-il. La deuxième, c'est la demande d'énergie qui explose alors que les capacités disponibles se font monopoliser avant même d'être construites. Et la troisième, c'est le déficit commercial européen sur les services numériques qui pourrait être multiplié par 5 dans les 5 prochaines années. Situation comme ça, c'est révolutionnaire. Il faut le prendre en compte, il faut en parler plus. On ne peut pas lui donner tort. Alors souverain à crédit, stratégie ou oxymore? Les partisans de Mensch répondront que la pureté souverainiste est un luxe que l'Europe n'a plus les moyens de s'offrir, et que mieux vaut un champion partiellement dépendant qu'un terrain laissé à OpenAI et Anthropic. Difficile de leur donner tort dans l'absolu. Le contre-argument tient pourtant en une observation. Les dépendances initiales se cristallisent rarement, elles s'aggravent presque toujours. Demandez aux opérateurs télécoms européens ce qu'est devenu leur souveraineté sur les cœurs de réseau après 15 ans de Huawei et Cisco. C'est une stratégie de compromis réaliste dans un monde où les capitaux européens n'ont pas la profondeur nécessaire pour financer seuls une ambition d'IA de pointe. Et c'est un oxymore dans la mesure où la souveraineté construite avec les capitaux de ceux dont on veut s'affranchir reste exposée à leurs intérêts à chaque nouveau tour de table. Mensch le sait, c'est pour ça qu'il plaide inlassablement pour une commande publique européenne enfin massive, des marchés de capitaux unifiés à l'échelle du continent et ces fonds de pension qui auraient dû exister depuis 20 ans. Ce ne sont pas des vœux pieux, ce sont les conditions sans lesquelles le chemin n'a pas de destination. L'épisode se termine sur ces 6 mots qu'il a prononcés en sortant de la salle. On n'a pas encore gagné, mais on y travaille. Dans la bouche d'un PDG de start-up ordinaire, ça ressemble à de la modestie calibrée. Sorti de cette salle précise, après 80 minutes de chiffres irréfutables et de constats d'urgence, c'est autre chose. C'est le résumé le plus honnête de la situation. Un homme qui a fait tout ce qu'un individu peut faire à son échelle, dans un environnement institutionnel qui n'a pas encore décidé si ça comptait vraiment. Alors la vraie question, en sortant de cet épisode, n'est plus pour Mensch. Elle est pour vous. Dans 5 ans, quand Mistral sera coté en bourse et qu'un fonds américain proposera un prix qu'aucun investisseur européen ne pourra égaler, qui dira non? Et au nom de quoi? Avant de partir, 3 chiffres à surveiller dans les 12 prochains mois. D'abord, la part américaine au capital de Mistral. Aujourd'hui sous les 30%, demain peut-être au-dessus après la prochaine levée. Ensuite, la proportion d'hyperscalers dans Campus IA. Mensch parle de 80%. Le jour où ce chiffre commencera vraiment à baisser, on saura que la transition existe. Et puis, le calendrier de cotation. Parce qu'entre une introduction en bourse en 2027 et un rachat amical en 2028, il n'y a parfois qu'un tour de table de différence. Le 12 mai 2026, sous serment, Arthur Mensch a fait sa part. La nôtre, c'est de regarder ces 3 chiffres bouger et de poser, la prochaine fois qu'on le réinvite dans cette salle, les questions qu'on n'a pas posées cette fois-ci. Vous écoutiez Souverain à crédit. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si cet épisode vous a parlé, partagez-le.